Bonsoir, nous ne sommes pas en direct du Martinez ce soir et pourtant Paul, Jeanne et Julien ont mis leur tenue de gala pour vous dérouler le tapis rouge au 39-21. Et si vous avez un peu de mal à vous frayer un chemin, les mails et les SMS sont à votre disposition. Europe1.fr, vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, ben voilà. Je suis veuve depuis 10 ans. J'ai dû vous téléphoner il y a à peu près 8 ans. Oui. Bon, parce que j'avais eu des problèmes à la suite de la succession de mon mari avec mes filles. Donc bon, j'étais désespérée. Puis je vous avais téléphoné. Bon. Ça s'est arrangé. C'est terminé tout ça. Bon, tout va bien. Enfin, plus ou moins, mais c'est pas mal. Bon, et là, j'ai rencontré une personne, voilà, mon âge est 71 ans maintenant. Oui. Et j'ai rencontré une personne de 53 ans qui m'a été envoyée par un ami que je connais depuis 8 ans, depuis 7 ans. Et malheureusement, il a 53 ans. Oui. Quelqu'un de sympathique, ça fait 2 fois que je le rencontre depuis 3 semaines, et il doit venir demain. Alors bon, il pensait que j'avais 63 ans. Alors je lui ai dit non, j'ai davantage, j'ai plus que ça. Ça fait plaisir, oui. Oui, non, moi j'ai plus que ça, tout ça. Oui, et donc il me dit, je m'en suis douté parce que mon copain est un peu menteur, donc j'en suis un peu douté, bon, sans me dire que ça venait de mon physique, sympathique. Bon, enfin bon, j'ai bonne relation au point de vue conversation, etc. avec lui, mais bon, je sais pas où je peux aller parce que j'ai eu une mésaventure il y a quelques années. Oui. J'avais un voisin qui avait 50 et quelques années. Qui avant mon déménagement, il avait 54 ans, il s'est suicidé. Bon, c'est pas à cause de moi, bien sûr, hein, parce qu'il avait de gros problèmes psychologiques, oui. etc. Oui. Et alors, je me dis, où est-ce que je vais? Parce que c'est encore quelqu'un de fragile, qui a eu une enfance difficile. Cet homme-là dont vous me parlez? Non, mais je vous parle maintenant, Philippe, il s'appelle Philippe. Hein. Ne donnez pas trop de prénoms, oui, non, c'est préférable après tout. Bon, oui. Alors, enfin, cet homme-là que vous venez de rencontrer, vous dites c'est quelqu'un de fragile? Oui. Mais qui vous en a parlé? C'est-à-dire dans ce sens qu'il a eu une enfance difficile. Bon. Une vie d'adulte aussi, pas facile du tout avec les femmes. C'est lui qui vous a parlé de tout ça? Ah oui, c'est lui, c'est pas moi. Oui, c'est lui. Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est lui. Alors, je me dis, bon... Qu'est-ce que vous craignez? Il ne faut pas que je me trompe, là. Parce que, soit, si je me trompe, si jamais c'est pas lui, donc il va être fragilisé. Donc, oui, vous vous sentez responsable de lui? Oui, je me sens un peu responsable, oui. Parce que je me dis, vu la différence d'âge... Oui, d'accord, Evelyne, mais enfin, c'est quand même pas... C'est pas un gamin non plus. Non, c'est pas un gamin. Non, donc. Voyez, donc il y a une différence d'âge, certes, mais c'est un homme. Alors, avec une histoire difficile, avec semble-t-il des relations difficiles avec les femmes. Difficiles, oui, mais qu'est-ce que vous craignez? C'est si c'est pas lui, c'est-à-dire la relation ne dure pas. Bon, je comprends évidemment, vous avez été très marqué par le suicide de cet homme. C'était terrible ça. Oui, mais enfin, heureusement, toutes les personnes, quand une histoire s'interrompt, ne se suicident pas pour autant. Bah, non, heureusement. Oui, vous le dites vous-même d'ailleurs. Vous n'étiez pas parce que il m'a raconté qu'il avait été 6 ans avec une jeune femme il y a plusieurs années, et il avait mis des années pour s'en remettre. Alors bon, moi je veux pas que ça recommence. Je veux pas lui faire de mal. Je veux pas non plus. Mais il vous plaît cet homme? Qu'est-ce que vous ressentez pour lui? Eh ben oui, ça pourrait marcher. Et qu'est-ce qui vous plaît en lui alors? Eh ben son intelligence. Oui. Surtout. Son humour, pas du tout. C'est ça qui me gêne un petit peu. Ça
parce que ça qui me gêne un peu parce que moi j'aime beaucoup rire. Oui, j'aime beaucoup rire et puis bon, c'est moi qui vais le faire rire, mais c'est pas lui qui va me faire rire. Il a pas d'humour. Ou alors il en a un peu, mais disons que c'est pas quelqu'un de drôle, loin de là. C'est quelqu'un plutôt de renfermé. Oui, de triste, il est peut-être trop angoissé, pour être drôle. Enfin, ça dépend. Remarquez, il y a des gens angoissés qui sont très drôles. Regardez Woody Allen et autres. Mais et puis il tourne pas tellement les choses en dérision, alors que moi j'aime bien tourner les choses en dérision, voilà. Donc sur ce point-là, nous ne sommes pas tout à fait. Oui, il est plus. Vous le trouvez intelligent, il a certainement beaucoup de sensibilité, ça vous touche. Beaucoup, il vous plaît physiquement aussi. Oui, physiquement il vous plaît. Oui. Et lui, j'ai l'air de lui plaire, puisque certainement. Il fait des efforts pour venir me voir. C'est toujours lui qui se dérange, des choses qu'il ne fait jamais. Oui, donc ce ne sont pas des efforts, c'est que ça lui fait plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il se sent bien avec vous. Il n'a jamais fait auparavant. Oui, il vous le dit. Mais c'est quelqu'un d'assez timide, vous pensez? Ah oui, timide, voilà. Donc c'est à moi de prendre l'initiative, il semble. Et ça, je l'ai jamais fait de ma vie. Écoutez, il y a un début à tout, en même temps. Il y a un début à tout, comme vous dites. Oui. Alors, mais je veux pas non plus le rendre malheureux. Oui, du coup, vous le sentez un peu fragile et vous voulez le protéger. Voilà, c'est ça. Oui, mais en même temps, écoutez, vous pouvez pas non plus lui promettre que vous allez passer le restant de votre vie avec lui. Ah, surtout pas. Il le sait, ça. Enfin, on peut pas. De toute manière, je lui dirais qu'il est libre, entièrement libre, que vu notre différence d'âge, s'il rencontre une femme plus jeune que moi, il est entièrement libre, parce que moi, je suis très large esprit, et vraiment, je suis très tolérante. Il n'y a aucune obligation vis-à-vis de moi. Et de toute façon, au-delà de la différence d'âge même, c'est-à-dire que quand on s'engage, quand on commence une relation, même si on a le désir et qu'on est en quête de stabilité, après tout, on ne sait jamais comment elle peut évoluer, comment soi-même on va évoluer, comment l'autre va évoluer. Donc, même si on a envie et on est sincère quand on veut s'engager, vous voyez, on peut pas jurer croix de bois, croix de fer que ça durera tout le temps. Non, parce que moi, j'ai connu mon mari à 16 ans et demi, je me suis mariée à 20 ans, et ça a duré jusqu'à la fin de sa vie. Vous comprenez que je n'ai eu qu'une expérience définitive dans ma vie. Qu'une expérience, pardon, j'ai pas bien compris. Je n'ai eu qu'une expérience amoureuse, une vraie expérience amoureuse, de 20 ans jusqu'à 60 ans. Oui, une histoire, c'est même pas une expérience, c'est une véritable histoire, là. C'est une histoire assez, très longue, et puis Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous envisageriez plus, justement, d'avoir peut-être davantage une histoire de type aventure, une aventure plutôt qu'une histoire? Aventure, moi, oui, tout à fait. Oui. Et ça, je sais pas comment le lui dire. Parce que c'est ça, vous vous demandez, c'est pas la bonne personne pour avoir une aventure. Alors en même temps, il y a le côté, vous avez tout compris, oui, c'est tout à fait ça. Il vous plaît, il est séduisant, et puis on s'entend bien pour parler, etc. Donc on s'entend énormément bien. Oui, mais psychologiquement, c'est quelqu'un qui recherche plus de la stabilité, puisque c'est pas déjà anodin qu'il vous parle de toutes ces histoires amoureuses qui lui ont fait du mal. Du coup, vous voyez, vous avez des scrupules en vous disant, des scrupules, j'ai pas envie de lui faire de mal. Ah ben non, et si vous étiez clair avec lui en disant que vous pouvez pas... Je voulais savoir. Je pense que demain, il vient demain, et donc je vais être clair avec lui. Il faut être clair, parce que je ne vais pas avoir de problème psychologique avec lui, parce que j'ai l'impression que, je l'écoute énormément et que je lui fais du bien. Je lui donne des bonnes réponses, parce que j'ai fait une psy, etc., une analyse, etc. Non, mais vous le sécurisez, mais voilà, c'est... Bon, en même... son analyste, Non. D'accord, je suis bien d'accord avec vous. Non, mais dans ces cas-là, il vaut mieux que vous... Alors, vous pouvez dire si vous pouvez avoir une relation amicale, après tout, avec lui, ça peut être... Oui, c'est ce que j'avais pensé au départ. Oui, ça peut être si... Mais proposez-lui, dites-lui que vous ne... Compte tenu de justement de ses confidences, du fait qu'il a en amour c'est compliqué pour lui, que vous n'êtes peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde et que vous savez pas si vous pouvez pas lui proposer forcément de la stabilité. Vous les aimez bien, vous l'appréciez, bien sûr, mais vous le trouvez séduisant, mais pour autant vous savez pas si vous pouvez vous engager. Et est-ce que après la balle est un peu dans son camp. D'accord. Mais déjà, quand je lui ai dit, tu sais, je suis plus âgée que toi, déjà, c'est à toi de choisir. Je pense que ça ne le dérange pas, ça.
Non, mais c'est pas du tout. Alors, C'est pas le problème, il est pas là. Il en a rien à faire. C'est plus vous qui, et je peux le comprendre, qui bloquez un petit peu là-dessus. Mais c'est pas la différence d'âge. C'est au contraire, ça peut même le rassurer, le sécuriser. Oui, j'ai l'impression. Oui, c'est ça qui me gêne un petit peu parce que c'est ça qui me gêne. Mais parce que vous êtes, on vous sent vous êtes très bienveillante vis-à-vis de lui, très compréhensive. Je suis avec tout le monde, hein, c'est pour ça. C'est dans votre personnalité, mais bon, on sent bien que voilà, vous êtes altruiste, vous n'avez pas envie de faire souffrir quelqu'un. Mais en même temps. Peut-être que lui, après c'est lui aussi qui décidera, c'est-à-dire que vous le contraignez à rien. Si vous sentez que il est prêt quand même et qu'il il a le désir de vivre quelque chose avec vous, il prend le risque. Quelque temps, oui. C'est ça, c'est à lui d'évaluer le risque, de prendre le risque ou pas. D'accord. Vous voyez, vous pouvez pas non plus. C'est là où je vous disais, vous n'êtes pas quand même dans une relation d'ascendant, d'autorité sur lui. C'est un homme, quand même. Même s'il a un passé difficile, c'est quand même un homme. Il a 53 ans. Il est libre de s'engager ou pas. Oui, ça, je vais pas. Oui. Donc, je vais mettre bien les choses au point demain, bien lui expliquer tout ça, et puis lui dire ce que je pense, etc. Et puis lui, ce qu'il décide. C'est à lui de décider après tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire que vous sentirez, ça vous dédouane un peu, peut-être par rapport aux scrupules que vous avez. C'est peut-être pas très honnête de ma part non plus. Mais si, au contraire, c'est très honnête. Vous, justement, vous êtes très honnête. Certains diraient même trop, mais c'est-à-dire que on vous sent soucieuse. On vous sent soucieuse de lui. Oui, donc vous aimeriez finalement, c'est lui s'il s'engage et qu'après la relation n'évolue pas comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas responsable de sa destinée et de toute façon vous n'êtes pas responsable de ses blessures d'enfance et de. Oui, de vie de. Bien sûr, il m'a dit plusieurs fois qu'il était timide, ça voulait dire qu'il voulait que ce soit moi qui fasse les premiers pas, etc. Je l'ai bien compris, il me l'a dit plusieurs fois, donc. Hein. Mais c'est bien joli ça, mais il faut quand même que nous soyons d'accord tous les deux, qu'ils soient d'accord sur tout. Mais je pense que lui, d'après ce que vous me dites, il est d'accord. Le problème, il n'est pas là. C'est qu'il y a il est d'accord, mais que vous ne voulez pas aller trop. Enfin, vous pouvez pas lui promettre des choses que vous pensez ne pas forcément pouvoir tenir. Et vous avez raison. C'est-à-dire que vous sentez qu'il en attend trop. Peut-être de cette relation, comme à chaque fois quand il s'engage. Il a beaucoup de faiblesses, il a beaucoup de faiblesses. Mais est-ce que ça risque pas de vous lasser ? C'est ça, le problème, c'est que ça va risquer de vous lasser, ça. S'il est toujours dans ce côté, a besoin d'être rassuré et tout. Là, il a besoin d'être rassuré. Bon, moi, je suis capable de lui donner de l'assurance, hein, mais pas pendant des années, hein. Oui, mais vous on vous sent. Je suis capable de lui donner de l'assurance. Et vous, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, cette relation, selon vous ? J'ai un besoin sexuel, voilà. Un besoin sexuel, voilà. D'accord. Bon, donc c'est un besoin que j'ai. Oui. Bon. Et puis alors, je suis une femme fontaine en plus. Ça vous dit quelque chose ? Oui, quand même, oui. Alors donc ça me gêne d'autant plus parce que c'est quelqu'un qui n'a pas tellement d'expérience, d'après ce que j'ai compris. Oui, il risque d'être un peu perturbé. Oui, voilà, c'est ça. Bon, écoutez, vous lui expliquerez. C'est une occasion de faire son expérience. Au contraire, il peut être, justement, quand vous dites que vous pourriez lui donner de l'assurance, il pourrait être très fier, très flatté de dire qu'il vous donne autant de plaisir. D'accord, oui. Vous voyez, parce que il pourrait justement être très fier. Ça peut un peu le renforcer dans sa virilité, qui semble être un peu défaillante. Enfin, je parle pas physiquement, mais dans sa façon de s'affirmer en tant qu'homme vis-à-vis d'une femme. Donc après tout. Passer l'effet de surprise, en expliquant ce que c'est qu'être une femme fontaine et que donc c'est votre expression du plaisir et que qu'il n'y ait pas de malentendu. Il peut au contraire être très flatté de se dire que lui vous procure autant de plaisir. D'accord. Donc ce que je voulais savoir, c'est vraiment demain, c'est la première fois que nous nous voyons et je vais lui dire exactement ce que je vais vous dire ce soir. Oui, voilà, c'est ça. Dites-lui que il vous plaît, que vous vous sentez bien en sa compagnie. Maintenant, voilà, vous voulez bien démarrer une relation, mais et que vous ferez en sorte d'être, vous voulez pas lui faire du mal, mais que vous ne savez pas de quoi sera fait l'avenir. Non. Voilà, c'est tout. Il s'agit pas de vous lancer dans de grandes explications, et ça, quelle que soit la différence d'âge ou pas. Hein. Ah d'accord.
Ok. Moi, c'est surtout la différence d'âge qui me faisait peur. Oui. Bon, non, vous m'avez il beaucoup y a aucun souci. Lui, c'est vraiment pas ce qu'il Lui, bloque. il connaît. Non, c'est pas son problème. Non, Je crois. C'est le Vraiment. mien, mais c'est pas le sien. Oui, c'est exactement. Caroline, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Souvent, et merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Bonsoir. Evelyne. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21 34 centimes les minutes. la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Bonsoir. Caroline, ça va bien? Oui, ça va bien, je vous remercie. Et Je tiens vous? à souligner l'accueil très agréable et avec beaucoup d'humour que j'ai reçu à votre standard. Merci pour mon équipe. C'est vrai qu'ils sont Voilà. très sympas tous les deux, Paul et Jeanne. Et puis il y a Hélène ce soir qui est en formation. Voilà. Eh ben, l'équipe est toujours aussi excellente parce que je vous écoute beaucoup. Hein. Je vous appelle très rarement, Oui. presque jamais, mais Oui. je vous écoute tous les soirs pratiquement. Merci d'appeler ce soir, d'écouter Voilà. et d'appeler. Voilà, ouais, je vous appelais pour pas trop prendre de votre temps et essayer de vous faire perdre de mon questionnement qui est pas très très grave par rapport Oui. à certains cas que je peux entendre Mais parfois. peu importe, chez vous, hein. vous savez, on alterne des témoignages plus difficiles avec des témoignages Voilà. un peu plus simples, voire plus légers. Voilà, donc je précise des choses. Moi j'ai 60 ans. J'ai fait la connaissance, ou en tout cas une jeune femme de 40 ans est venue un petit peu à ma rencontre, on va dire ça comme ça, il y a 2 mois. J'étais un petit peu surpris. Je vis seul. Elle, en revanche, il y a 2 mois, quand on s'est connus, était dans une espèce d'expectative de savoir si, parce qu'elle vivait avec un garçon de son âge. Donc elle était un peu dans l'expectative de savoir si elle devait continuer, elle n'en avait plus très envie, ou si elle devait faire perdurer cette relation, disons. Moi, je ne l'ai poussée ni dans un sens ni dans l'autre, j'ai écouté ce qu'elle me disait, et bon, j'ai constaté qu'en 2 mois de temps, sa façon de voir les choses avait évolué plutôt vers une volonté d'indépendance de sa part, qui a l'air, a priori, d'après ce que je constate, de se passer plutôt correctement, d'un côté comme de l'autre. Mais on s'est parlé déjà, Mickaël, il y a très peu de temps. Je me souviens très bien de vous et de cette femme qui s'est rapprochée de vous. Ah bah c'est vraiment très très similaire, oui. C'est complètement identique, oui. Écoutez, Oui. peut-être des similitudes. Ah oui, beaucoup. Oui. Oui. Cette femme se rapproche de vous et vous demandez un peu quel rôle vous avez, si vous êtes son père. Oui, c'est un petit peu ça, mais je voulais préciser avant d'aller plus loin que elle avait un relationnel avec ses parents qui était un petit peu conflictuel. Oui, avec son père. Elle a une mère qui est très autoritaire et un père qui, en revanche, l'est beaucoup moins. Et moi, ce qui me semble très bizarre, c'est qu'elle en veut beaucoup plus à son père qu'à sa mère, quoi. Quand j'assiste à des conversations entre sa mère et elle, il y a un relationnel évident d'une forme d'autoritarisme de sa mère, à qui elle reproche d'avoir fait souffrir son père, et en revanche, c'est à son père qu'elle en veut, ce qui me paraît un peu... Mais on en avait parlé, je vous avais dit, enfin, il y a quelque chose sur le fait que, elle a un rapport, vous savez, dans toutes les histoires de couple, alors là, il y a la différence d'âge, mais vous savez, de toute façon, dans toutes les histoires de couple, l'autre est tour à tour un amant, un ami, peut prendre le rôle de père, de mère, un complice. Enfin, on tient plusieurs rôles dans une relation de couple. Alors là, je l'avais évoqué autour de la différence d'âge et du fait que ça paraît plus prégnant parce qu'on se dit il y a une différence d'âge qui fait qu'on peut être mis en position de parent. Mais de toute façon, même s'il n'y a pas de différence d'âge, dans une relation de couple, à un moment donné, on va aussi occuper tous ces rôles qui sont interchangeables, évidemment. Tout dépend
tout dépend. Le problème, c'est quand on se fixe que dans un seul. Qu'on n'est plus que parents ou qu'on n'a plus qu'une relation autour de la sexualité ou bon. Mais je veux dire, sinon on occupe différents rôles vis-à-vis de l'autre. Donc bon, voilà. Après, à vous de voir quelle suite vous voulez donner à votre histoire. Oui. Voilà. Il y a aussi un élément Ouais. que j'ai appris hier en fait, parce que je crois qu'elle a hésité pendant longtemps à m'en parler, qui m'a un petit peu interpellé, et donc c'est surtout ça aussi qui quelque part me questionne, quoi. C'est que c'est une jeune fille qui a fait l'école de l'art à Rome, qui était dans cette école avec un directeur d'école pour lequel elle avait une admiration sans borne. D'après ce que j'ai compris, ça a dû se passer il y a une quinzaine d'années, quoi, à peu près, quand on avait 25 ans, quoi, à peu près. Et elle vouait vraiment elle tenait ce professeur, enfin ce directeur, comme un maître à penser, quoi. Et c'est fait que ce que je ne savais pas, que j'ai appris hier, ce directeur en qui elle avait mis vraiment, elle avait une confiance énorme, et il y avait eu un hiatus, dans ce sens où il avait, selon elle, bien évidemment, essayé de profiter un petit peu de la situation. Pour essayer d'aller rechercher ce qu'elle n'avait pas envie de donner, pour être clair, en faire une amie sexuellement, quoi. Alors vous l'avez ressenti comme une mise en garde par rapport à vous, en disant Voilà, qu'elle veut bien une histoire d'amitié avec vous, mais attention à pas abuser soi-disant de la situation, vous restez à la place de confident, et voilà. C'est-à-dire que j'ai eu un geste avant-hier, mais un geste vraiment amical, quoi. C'est-à-dire que quand on est sorti du restaurant, je l'ai prise par la main, etc. Et ça, je sais pas, ça a déclenché chez elle une espèce de, je sais pas quoi, enfin, de souvenir hyper désagréable, voilà, qu'elle avait très mal vécu. Et elle m'en a parlé en me disant, excuse-moi, elle me l'a pas manifesté, sur le moment. Elle m'a rappelé le lendemain en me disant, voilà, hier, quand il m'a pris la main, je me suis senti très mal, et c'est là qu'elle m'a raconté toute son histoire. Et moi, je me dis, si je peux pas avoir le moindre geste affectif sans que ça génère chez elle, je sais pas, une espèce de traumatisme ou quasi-traumatisme, ça met à mal quoi. votre relation, parce que vous, on en avait parlé, vous êtes plus dans une relation quand même où cette femme vous plaît, vous ressentez une attirance, vous vous rapprochez d'elle, mais là on voit bien que vous lui prenez la main et elle vit ça comme une intrusion. Vous lui prenez que la main, donc elle projette l'histoire de ce traumatisme avec cet homme, enfin là aussi, où il y avait une ambiguïté, et puis à un moment, quand cet homme peut-être a voulu lui manifester autre chose, du désir, elle l'a très mal pris. Elle aurait des choses à clarifier dans sa relation avec les hommes, parce que finalement, elle crée, ou alors elle se rend pas compte qu'en étant, on peut difficilement le penser quand même, qu'en étant dans une intimité, comme ça avec un homme, en se confiant à lui, en l'écoutant, à un moment elle va déclencher aussi des pulsions d'attachement, et vous allez désirer autre chose que d'être dans une position d'écoute. Il y a eu cette expérience, mais qui visiblement, elle dit qu'elle a été traumatisante pour elle, mais elle n'en tire pas les conséquences. C'est-à-dire qu'elle est dans cette demande de proximité affective avec un homme, mais il faut que cet homme reste chaste, en gros. Comme son père, c'est-à-dire ça le mérite d'être clair, c'est-à-dire il faut que le père avec sa fille, il est évidemment dans l'affection, dans la tendresse, mais chaste, ça va de soi. Alors elle a des choses à régler. Après, c'est que vous n'ayez pas vous envie de jouer ce rôle-là de l'homme qui va l'aider à régler ses problèmes, ça se comprend, Bien sûr. Vous voyez, il faudrait qu'elle aille parler, puisqu'elle a besoin de parler, mais à quelqu'un. Écoutez, voilà. Mais enfin, vous, de toute façon, vous voyez les limites quand même de cette relation. C'est-à-dire que si vous voulez une relation proche, amicale, ça va, mais c'est pas à répéter, puisque elle vous a clairement exprimé que pour elle, ça l'a dérangé, ça l'a gêné. Voilà. Tout à fait. Alors, la seule question, et ce sera la dernière, c'est est-ce que dans sa tête, les choses peuvent évoluer,
Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Et vous, restez dans cette position d'attente. Je suis pas sûre que ce soit une bonne chose, parce que vous, très clairement, vous n'êtes pas que dans une relation amicale avec elle. Vous ressentez du désir pour elle, vous avez envie de davantage. Donc, si elle n'est pas claire avec elle-même, avec ce qu'elle a vécu dans sa relation avec les hommes, vous, en revanche, vous semblez l'être plus. Vous savez davantage ce que vous voulez. Et visiblement, cette femme, elle n'en est pas là. Alors, elle a 40 ans, oui, j'espère pour elle qu'elle évoluera, surtout qu'elle fait un travail sur elle pour clarifier la relation qu'elle avait avec son père et qu'elle reporte aujourd'hui sur les hommes. Donc, on peut penser que ça évoluera. Mais quand, vous voyez, nul ne le sait. Et en attendant, vous, quel rôle vous allez jouer? Parce que finalement, elle est venue vers vous en vous mettant à cette place-là, d'emblée. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui faisait partie de votre environnement. Elle vous met à cette place-là. Bon, elle est en train de rejouer un scénario, et finalement toujours le même, parce que elle dit qu'il y a des choses qui la traumatisent, mais enfin, elle provoque elle-même ce genre de choses. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle en prenne véritablement confiance et qu'elle en sorte. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire que justement, si elle évolue, eh bien, elle ne sera peut-être plus attirée par vous. Enfin, par vous, en tant que type d'homme, le type d'homme que vous représentez, plus âgé, très à l'écoute, vous voyez? C'est-à-dire que si elle évolue, elle pourra aller vers un autre type d'homme. Et c'est-à-dire pas rechercher, peut-être en gros, un père. Oui, je comprends très bien ce que vous voulez me dire. Vous voyez, donc, bon, c'est pour ça que c'est très aléatoire, tout ça. Pour vous. Et que vous, comme vous me semblez, vous beaucoup plus clair et beaucoup plus affirmé dans ce que vous souhaitez ou pas. Je pense que, voilà, pour le moment, elle est pas prête. En tout cas, pas prête à vous pouvez pas avoir une relation simple avec elle. D'homme à femme, en tout cas. Vous voyez, de femme à homme, voilà. Merci de votre appel, Michael. Merci. Au revoir. Au revoir, Caroline. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Marie-France. Bonjour. Je vous appelle pour une histoire qui n'en est pas une en fait. Voilà. Donc je suis avec un homme qui est marié et j'ai l'impression d'être un peu, discrètement, mais quand même un peu sous son emprise. Donc on travaille ensemble, donc il y a quand même un lien comme ça dans le travail. Oui. Avec lequel il joue, parce que je suis assez isolée dans le travail. Donc j'ai eu quelques ennuis dans ce travail. Et à ce moment-là, il a été très présent, il m'a soutenue, il m'a appelé beaucoup, voilà. Et j'ai entamé une relation avec lui sans vraiment avoir de désir. Voilà. Ah bon? Qu'est-ce qui fait alors que vous avez commencé cette histoire, si vous c'est parce que j'étais quand même assez... C'était quand même un soutien moral important. J'avais emmené un de mes chefs au tribunal, donc c'était assez délicat comme histoire, et lui me soutenait, voilà. Oui, donc vous étiez rapprochés à la faveur de ce que vous viviez. Il disait que j'avais raison, que voilà, donc à ce moment-là, c'était très isolant, parce que j'étais seule contre tous, quoi. Oui, donc ça a été un soutien à un moment donné. Ça a été un soutien à un moment donné, donc ces coups de fil étaient importants, et après, je comprends. On est sortis un petit peu au restaurant, des choses comme ça. Oui, vous auriez pu vous contenter d'une relation amicale, mais avec cet homme, mais puisque vous dites que vous ne le désiriez pas particulièrement. Non. Et donc après, ces relations sexuelles se sont installées. Il est marié, donc la relation sexuelle a été décevante dans la mesure où il est pas. Moi, j'adore tout ce qui est câlin, machin, etc. Et lui, c'est pas du tout. Il est plutôt sexe pour le sexe. Et je subis un peu cette relation comme ça, sans vraiment être dans mon style de relation, quoi. Et le truc, c'est que je me suis dit c'est délicat parce qu'on travaille ensemble et son appui dans le travail reste encore important et malgré tout,
j'arrive pas. Il arrive à me récupérer. De quelle façon? Quand vous cherchez, vous, à dire que maintenant vous aimeriez que votre relation se limite à des échanges professionnels, c'est ça? Vous avez essayé de lui dire, ou vous parlez de récupérer? C'est-à-dire que je me débat un petit Oui. peu et donc je lui dis non, je veux plus de cette relation telle qu'elle est, etc. Et il revient tout le temps à la charge, voilà. De quelle façon D'une façon, tu ne peux pas dire que je ne t'ai pas manqué, je suis sûre que je te manque. Il peut pas parler à votre place. Voilà, ah oui, exactement. Si par exemple je dis non, j'ai pas envie, je vais rentrer à la maison, je passerai pas par parce qu'il a un studio sur place, je dis non, etc. Il dit très bien, il part en colère et il revient à nouveau dans la journée me dire. Et puis je sais pas, il y a une espèce d'habitude qui s'est créée, un truc qui s'est créé, mais qui lui donne en plus un espèce de droit sur moi pendant le travail, quoi. Alors, de quelle façon dans le travail? Ça peut être des propos, de me demander de faire certaines choses, après d'émettre certaines critiques. Ce qu'il y a, c'est que c'est jamais très très franc, c'est un peu larvé. Donc ça peut être pris sur le ton de l'humour, comme ça peut être pris sur le ton d'une petite flèche, voilà. Oui, mais c'est ce qui complique les choses, c'est que justement cet homme, il est dans le cadre de votre travail, c'est votre supérieur hiérarchique? C'est pas dans l'absolu non, mais comme c'est le médecin par rapport à... Oui, quand même, il a une position d'autorité par rapport à vous. J'en ai besoin. Le problème est là, j'en ai besoin. Si j'ai besoin d'un conseil au moment de faire des consultations, parce que je fais des consultations d'obstétrique, j'ai besoin d'aller lui demander un conseil. Et dans ces cas-là, est-ce que ces pics, ces réflexions... Devant les patients. Oui, c'est pas acceptable ça. Et en même temps, les patientes, elles sont quelquefois déstabilisées elles-mêmes. Il y a de quoi. Elles ressentent cette relation bizarre. Elles le ressentent. Oui, mais c'est là, il dérape complètement. Hein. Il n'a pas à faire rentrer la nature intime de vos relations dans le travail. Voilà. C'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression et qui vous nuit à vous, mais aussi à la qualité du travail. C'est-à-dire que vous êtes avec des femmes qui attendent un bébé et qui sentent qu'il y a quelque chose d'un peu agressif à certains moments entre vous et lui. Enfin, elles ont besoin avant tout d'être rassurées. Elles n'ont pas besoin de rentrer dans quelque chose de conflictuel entre le médecin et une infirmière ou une sage-femme. Ça va pas. Je déteste ce genre de truc parce que pour moi c'est précieux la façon dont je m'en occupe et ça m'oblige et ça me déséquilibre en même temps parce que ça m'est arrivé après d'avoir à refaire l'arrêt de travail comme très dernièrement parce que je me suis trompée dans la date. Je sens que ça me déstabilise. Et il a quelque chose d'assez lancinant comme ça où oui, je comprends que vous parliez d'emprise. Il joue de ce pouvoir qu'il a là où il vous a sous la main puisque vous travaillez ensemble. Donc... Et oui, c'est très bien que je me suis brouillée quand même parce que étant donné qu'il y a eu ce procès, post-procès, mais en fait, j'ai porté plainte, tout ça parce que c'est un peu compliqué, mais ça arrive dans le travail. Oui. Il y avait eu une réunion avec l'ensemble des médecins et un des médecins avait été odieux, voilà. Et donc, quand je suis sortie de la réunion, je lui ai lancé quelque chose de désagréable et il m'a poussée, donc je suis tombée. D'accord. Et donc là, je me suis retrouvée avec tout l'ensemble de l'hôpital contre moi. Ah bon? Parce que c'était un centre qui était en voie de fermeture, donc il fallait surtout pas faire de vagues, et tout le monde s'est tu. Et j'ai dit, ça m'est égal, j'irai porter plainte, je ne veux pas une seule seconde que... Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, lui, il était nouvellement arrivé, et il a joué
Le pacificateur, Voilà, le type oui. super sympa qui était tout à fait pour... mais en même temps... Oui, mais en même temps, il avait des vues sur vous. Donc, il a d'une certaine façon, là aussi, on est dans l'abus parce qu'il a joué le type super sympa, mais parce qu'il avait aussi envie d'une histoire avec vous. Il n'a pas fait comme ça, gratuitement, entre guillemets, parce qu'il avait envie que les relations s'apaisent, qu'on travaille dans un... Il a fait pour lui, il n'a pas fait dans l'intérêt du service, il a fait dans son intérêt personnel. Exactement. Et on voit bien d'ailleurs qu'il raisonne plus en fonction de son intérêt personnel qu'en fonction de l'intérêt du service, puisqu'il n'hésite pas à vous lancer des petites réflexions assassines devant les patients, ce qui est complètement inadmissible. Enfin, je veux dire, on a affaire, et d'ailleurs quel que soit le type de patient, mais à des femmes qui viennent là, qui attendent un bébé, qui ont besoin d'être rassurées par le médecin, et pas le médecin qui est en train de régler ses comptes. Alors, du coup, avec sa subalterne. Le piège dans cette histoire, le piège pour moi, c'est que je peux pas trop dire grand-chose parce qu'on va dire, elle se met à dos tout le monde. Alors que je me mets à dos. Non. Avec lui, vous pouvez en parler. Et il sait quand même que vous n'êtes pas du style à faire le dos rond. Oui. Et que vous aviez beau avoir tout le monde contre vous, vous n'avez pas hésité à porter plainte contre le médecin. Donc c'est quand même, je trouve ça témoigne de votre force de caractère, de votre détermination. Vous n'êtes pas en position de victime. Hein. Ah non. Donc il le sait ça. Il sait qu'à un moment, même si vous avez dû vous mettre à dos un service, vous n'étiez pas soutenu. Vous êtes quand même dit que l'attitude de ce médecin avait été inacceptable et vous avez porté plainte. Donc, bon, sans aller, je l'espère pour vous, jusque-là avec lui, mais c'est-à-dire qu'il faut déjà que vous clarifiez votre relation intime avec cet homme. Donc, au vu de ce que vous me décrivez, vous vous sentez un peu instrumentalisé dans cette histoire, il serait déjà bon de vous défaire sur un plan personnel de ce lien. Oui. Parce que c'est vrai que sinon, ça maintient une ambiguïté qui fait qu'il a d'autant plus de pouvoir sur vous. Oui. Alors que si vous décidez de mettre un terme à la relation, ce qui est votre droit le plus absolu, vous ne travailleriez pas ensemble. Vous pourriez dire que bon, voilà, vous avez fait le tour de cette histoire, que cette histoire ne vous convient plus. Vous lui devez rien, cet homme. Bon, donc vous pouvez décider, enfin, vous êtes tout à fait autonome de dire on ne se voit plus, je ne souhaite plus, en le faisant de façon cordiale mais très claire. Et à ce moment-là, dans le travail, si vous avez le sentiment qu'il vous asticote ou qu'il est là à faire une sorte de pression, de chantage, de menace sur vous, d'intimidation, vous pouvez du coup le voir en tête-à-tête, dire bon, maintenant... je tiens à ce que nos relations, que ça n'interfère pas dans notre relation professionnelle, parce que sinon, j'irai voir les interlocuteurs qu'il faut. Vous voyez, il ne faut pas qu'ils vous tiennent là-dessus sur le fait que oui, à un moment, vous avez été en situation conflictuelle avec des membres du personnel, et que du coup, parce que le service allait fermer, tout le monde a été solidaire de celui qui était l'agresseur dans la situation, à vos dépens. Il n'empêche que vous avez quand même, vous continuez à vous défendre. Mais aujourd'hui, il ne faut pas, sous prétexte de ça, que vous vous laissiez faire. Oui, parce que ça m'a affaibli quand même, vous voyez, l'histoire. Parce que tout le monde, bon, évidemment, la direction m'a dit, vous allez avoir tous les médecins contre vous, etc. J'ai dit, mais ça m'est égal. Et comment ça s'est passé, finalement, l'issue de... Vous avez porté plainte ? L'issue, après, ils ont pensé que le chef de service d'un hôpital voisin, qui est plus important, est venu témoigner, gna, etc. J'ai eu des pressions dans tous les sens. Il y a un peu de corporatisme, oui. Oui, voilà. Bon, après, il y avait des manifestations, donc c'est devenu politique parce que donc c'est très délicat. Hein. Et du coup, après, le procureur a demandé une médiation. Et à la médiation, j'ai appelé mes assurances juridiques et tout ça. Ils m'ont dit, bon, on comprend bien que vous avez envie qu'il soit puni, mais en même temps, vous allez avoir un quotidien qui va être effrayant. Donc, du coup, à la médiation, j'ai mis noir sur blanc ce que j'exigeais, donc qui me respecte dans mon travail, etc., de cadre, parce que je suis cadre. Donc, tout ça a été noté. Je voulais de toute façon pas demander de dommages et intérêts autres. Et le médecin avec lequel je me suis finalement réconciliée pendant cette médiation reste très correct maintenant.
D'accord. Et vous avez des relations plus calmes avec le reste de l'équipe maintenant, puisqu'au fond c'était plus parce que vous étiez dans un contexte de crise. Moi, j'ai expliqué tout de suite. J'ai dit, je ne peux pas pour le service permettre qu'on me balance contre un mur gratuitement. Pour vous-même, pour les autres, je veux dire. Non, vous avez raison. On ne peut pas accepter, quand bien même vous aviez eu une parole désagréable. Une parole reste une parole et ne justifie en aucun cas un acte comme ça de violence. D'ailleurs, à la médiation, le médiateur lui a dit, mais docteur, ça s'appelle des violences volontaires. Il a dit, mais jamais, il a eu raison. Mais pas du tout. Mais si, il a eu raison. On doit se contrôler. Oui, on doit pouvoir se contrôler. Voilà. Après, moi, j'ai quand même été déçue de voir que c'était possible que... que ça se règle comme ça par une médiation. Une médiation. Mais vous vous en sortez la tête haute quand même. On a bien mis ce médecin face au fait que, vous voyez, quand on lui dit, on parle de violence volontaire, ça a été nommé quand même. Les choses ont été dites, on n'est pas dans le déni de ce qui s'est passé. Il a été dire à la direction que j'étais peut-être pas compétente. Il y a donc une inspection qui a été générée à la suite de ça, et je suis ressortie, au contraire, tout à fait blanchie et tout ça. Donc, vous êtes forte de ça, hein, ne l'oubliez pas. C'est-à-dire que... Mais j'ai l'impression que l'autre médecin, finalement, a joué sur ce truc, d'abord pour essayer de dégommer son collègue, et en même temps, au passage, Oui, parce qu'il avait envie d'avoir une histoire avec vous, il vous désirait, et voilà. Mais il se comporte comme tel, hein, dans la toute-puissance, là, quand même. Vous voyez, ça va jusque dans l'exercice de son travail, où il n'hésite pas à régler ses comptes avec vous devant les patientes, ce qui est une faute professionnelle. Pour le coup, c'est une faute professionnelle. Alors donc, oui, effectivement, donc déjà me dégager de ce lien qui me convient. Alors voilà, et vous en dégagez, il faut être assez la jouer finement, c'est-à-dire qu'il s'agit pas de parce que oui, c'est pas mon fort ça, parce que je suis assez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez intérêt à ce qu'il n'y ait pas que ça tourne pas au vinaigre, de clash forcément et autres. C'est-à-dire que vous pouvez vous ne parlez pas vraiment de l'aspect professionnel ou de vous rendre compte qu'il y a une forme de manipulation et autres. Vous pouvez très bien dire que, voilà, à un moment, vous avez une histoire ensemble, qui se sentent pas... comment dire ? Parce qu'il peut être tort, hein. Il peut être tort, c'est ce qu'on sent un peu. Bon, donc très retort. Vous mettez, ça me fait un peu peur. Oui, j'entends bien. Vous mettez un terme à la relation. Vous pouvez dire on a eu de très bons moments, voilà, mais maintenant, moi, ça ne me convient plus. Il est marié, vous mettez ça sur ce compte-là. C'est vrai d'ailleurs. Il est marié, donc cette relation, cette aventure ne vous convient plus. Vous mettez ça vous sortez du cadre professionnel, du fait qu'il est marié. Oui. D'autant plus après, si dans le travail il se manifeste et qu'il veut un peu, qu'il se comporte en ayant d'un côté un peu d'intimidation, un peu qui joue là-dessus, là vous pouvez le prendre à part et en disant on n'a pas à régler des comptes personnels dans le cadre du travail, donc vous lui dites que vous lui demandez de bien dissocier les choses. Mm-hmm. Que ça soit clair. Et vous pouvez dire que certaines patientes s'en sont plaintes à vous, après tout. Voyez, pour le mettre, lui, le fait que là, il dérape quand il fait ça. Il essaye, oui. Donc vous pouvez dire on n'a pas à régler des comptes dans le cadre du travail, donc je te demanderai, on va rester, et c'est évidemment plus compliqué, mais qu'on puisse continuer à travailler en bonne intelligence. Vous pouvez dire, j'ai quand même des patientes qui, même si c'est pas vrai, qui vous ont fait des réflexions. Quand même montrer que... c'est vrai, d'ailleurs. Alors, en plus, si c'est vrai, dire certaines patientes se sont quand même plaintes, se sont étonnées. Bon, donc je veux pas que ça n'a pas empiété parce que là, ça pose problème. Et c'est presque ce qui est pour moi le plus choquant, quoi. Quand tout d'un coup, il y a eu des trucs comme ça, c'est choquant, quoi. Parce que devant les patientes, tout le monde est déstabilisé. Et qu'est-ce qu'elles vous ont dit, les patientes ? Ils ont pigé qu'il y avait un truc entre vous deux. Oui, parce que quelquefois il fait une réflexion, je sais pas, mais pour des petits trucs, mais c'est malgré trop familière. Trop familière. Moi, je prends beaucoup de temps avec chacune et quelquefois il y a un peu d'attente. Alors il leur dit, moi j'ai pas envie de coucher là, donc on va lui dire d'accélérer parce que vous voyez des petites choses comme ça. Ou vous avez le temps, madame, puisque vous prenez des revues, parce qu'elle n'est pas prête de vous prendre. Vous voyez, des petits trucs qui sont quand même un petit peu désagréables. Qui sont complètement déplacés, parce que ça veut dire qu'ils critiquent
votre façon de travailler, en fait, c'est ça. Il n'ose pas, c'est très lâche, on est vraiment dans l'abus de pouvoir. C'est-à-dire que les réflexions qu'il n'ose pas vous faire en face à face, à titre personnel, il vous les fait sur le plan professionnel. S'il a quelque chose à vous dire sur votre façon de travailler, il le fait en individuel et certainement pas devant les patientes. Il n'a rien à me dire. Donc, en plus, il n'a rien à vous dire. Il n'a pas à vous dire déjà, et quand bien même qu'il ait le courage de le faire, pas devant, en prenant les patientes en otage, parce que c'est ce qu'il fait. Donc, vous pouvez quand même... Ah oui, exactement, c'est ça. Il prend les patientes en otage. Donc, vous lui dites clairement, parce qu'il faut que vous dégagiez de ce lien intime avec lui. Sinon, vous ne pouvez pas le remettre à sa place après professionnellement tant que vous le voyez sur un plan intime. Parce que je lui disais, je lui dis, mais c'est pas possible quand même, t'es pas du tout tendre, t'es pas du tout... Il me dit, ah non, mais je pourrais être très tendre avec toi, mais je le fais je me comporte comme ça pour que tu ne t'attaches pas. Mais je lui dis, c'est hallucinant d'avoir des arguments comme ça. Bon, après, c'est très bien. Oui, bon, c'est assez pervers. Écoutez, justement, prenez-le au mot, vous dire, tu vois, au fond, ta stratégie a bien marché, je ne me suis pas assez attachée, et je préfère qu'on en reste là. Vous pouvez le dire avec humour, mais dire, voilà, on en reste là, ça ne me convient pas. Mais il faut que vous soyez clair. Quand même, parce que parce que vous ne l'êtes pas. C'est quand même, je n'aime pas avoir cette relation, ça me déplaît d'être dans cette relation, et ça me déplaît de me voir être dans cette relation. Non. Est-ce que quand même le fait que j'ai été affaiblie au milieu de tout ça peut justifier quelque part que j'ai accepté ça à un moment donné? Oui, mais forcément. Sur moi-même. Non, mais vous avez accepté à un moment où vous étiez très fragilisé dans le cadre de votre travail. Vous aviez quand même tout le monde. Vous étiez mis tout le monde à dos. Oui, exactement. Et vous avez été très courageuse de malgré tout aller au bout. Et je veux dire, vous êtes forte de ça aussi. Parce que, certes, cet homme, à ce moment-là, s'est engouffré dans la brèche et s'est présenté comme le gentil qui allait vous sortir des griffes de tous ces méchants qui vous en voulaient, pacifier le terrain et autres. Comme vous dites, dans les faits, il a fait surtout pour lui parce qu'il réglait des comptes avec ce collègue médecin et puis parce que il avait envie de coucher avec vous. Oui, exactement. Bon, voilà. Donc, vous n'avez aucun compte à lui rendre, vous n'avez aucune reconnaissance à avoir. C'est lui, avant tout, il s'est fait plaisir à lui dans cette situation. Maintenant, je vous disais que il s'agit pas, comme vous travaillez ensemble, c'est dans ce sens-là, comme vous travaillez ensemble, si vous le quittez, il s'agit pas d'être volontairement blessante vis-à-vis de lui, parce que si c'est pour le payer au centuple dans votre travail, ça n'ira pas. Bon, cela dit, vous le quittez. Déjà, il faut mettre un terme là-dessus. Exactement. Vous le quittez, vous avez vos raisons de le quitter. Bon, et après, dans le travail, si il continue ses réflexions devant les patientes et autres, là, vous le prenez à part et vous dites maintenant, je te demande très clairement d'arrêter ton petit jeu parce que tu n'as pas à prendre les patientes en otage pour régler des comptes avec moi. Parce que vous avez un autre argument, c'est Grégory qui le dit, vous devez avant tout vous protéger, mais rappelez aussi à ce cher monsieur qu'il est marié. Non mais voyez, s'il veut tomber dans ce petit jeu à la con, pardonnez-moi l'expression, mais après tout, vous pouvez aussi lui laisser entendre que vous pouvez informer sa femme. C'est un procédé certes peu sympathique, mais qu'il assume ses responsabilités. Non, mais vous avez voyez, il a plus à perdre. Il faut que vous vous sentiez fort parce qu'il a plus à perdre dans cette histoire que vous. Non, mais c'est vrai, mais parce que là vraiment, je me dis, ça va m'user, quoi. Ces espèces de. Donc c'est pour ça que déjà, il faut que vous vous dégagiez Exactement. de la relation sur le plan privé, parce que vous ne pouvez pas, du coup, être dans une attitude claire par rapport à lui professionnellement, le remettre à sa place, dans la mesure où vous continuez ce lien. Et où ça lui donne, lui, il pense avoir un pouvoir sur vous. Donc, vous clarifiez, c'est plus de lien entre vous et lui sur un plan privé. Et sur un plan professionnel, qu'est-ce que vous lui demandez? D'être professionnel. Et donc, vous lui dites bien, il est hors de question que tu prennes les patientes en otage et que tu t'autorises à me faire des réflexions sur ma pratique professionnelle. Oui. Parce que sinon, et dire, je te préviens, si ça continue, à ce moment-là, j'agirai en conséquence.
Oui, parce que évidemment, ce qui m'avait freiné, c'était que après tout le monde, enfin, la peur qu'on dise, elle fait évidemment. Mais bien sûr, et c'est vous dire oui, c'est vraiment, elle se met tout le monde à dos, elle a une personnalité problématique. Mais vous avez bien resitué dans quel contexte ça avait eu lieu. Le fait que ce médecin, vous avez quand même au départ projeté contre un mur. L'autre médecin, bon, vous avez dit je vais pas en rester là, et vous aviez eu raison. Alors après, c'était dans un moment particulier du service et tout le monde avait fait bloc, mais en reconnaissant quand même cette médiation, que ce médecin avait commis des violences volontaires. Vous en êtes sorti la tête haute. Oui. Et où vous, sur votre pratique, on vous a dit que vous étiez irréprochable. Ah bah oui, donc parce que, maintenant, il faut que vous vous sentiez forte de ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez, et combien même les gens apprendraient que vous avez eu une relation avec ce médecin. Après tout, bon, les choses qui, combien même, c'est pas parce que vous avez une relation sur le plan privé avec lui qui doit se permettre maintenant dans le travail d'être sur votre dos comme il fait, de vous empoisonner la vie, surtout au détriment du fonctionnement du service et en premier lieu des patientes. Parce que là, c'est lui qui est en faute. Ouais, tout à fait. Donc, affirmez-vous, montrez-vous et laissez-lui entendre si jamais, après qu'il continue, parce qu'il peut vouloir faire ça un peu 2-3 fois, voyez, voir un peu si ça marche ou pas, il va pas vous lâcher comme ça, à mon avis. Mais à partir du moment où vous allez être très clair et vous le remettez à sa place en disant, écoute, maintenant, voilà, on s'est séparés, mais on peut continuer à travailler de façon cordiale et en bonne intelligence, je l'espère. Si ce n'était pas le cas, malheureusement, je serais obligée de réagir. Mmh. Oui, restez très calme, très calme et très posé. Ça. Parce qu'après, le truc, c'est que j'ai tendance à pas être calme. Mais là, au contraire, il faut effectivement... Ah non, il faut surtout pas vous énerver, rester posé et faire en sorte que, voilà, qu'ils se sentent pas. Je vous dis, si vous avez le droit de le quitter, qu'ils se sentent pas, ne soyez pas blessante. Oui, voilà. Ne soyez pas, vous le quittez, voilà, vous séparez les deux choses, vous le quittez dans cette relation, vous n'êtes pas blessante, de façon à ce que si lui continue une forme de harcèlement et autres, là vous dites stop, vous ne vous laisserez pas faire. Très bien, je vous remercie parce que c'est vraiment, vous avez saisi la situation en 3 secondes. Alors j'ai beaucoup de messages pour vous. Il y a Granate qui dit on sent que vous avez du caractère et en même temps que vous avez des scrupules avec ce collègue qui pourtant se comporte mal, peut-être par reconnaissance, dit Granate. Vous lui montrez une politesse qu'il ne mérite pas. Ninon dit cet homme n'a pas de filtre dans ses actes, donc méfiez-vous-en, à votre place je le quitterai sans faire de vagues. Oui, ça rejoint un peu, c'est-à-dire vous le quittez, mais veillez à ne pas le blesser, en tout cas. Oui, parce que après j'avais un peu peur, quoi. Alors il y a Flo, je comprends. Il est tellement retors, il arrive tellement à s'imposer. Oui, mais je comprends. Mais il y a Flo qui dit vous avez fait preuve de courage, la première fois. Donc cédez pas cette fois, parce qu'il sait de quoi vous êtes capable. Il sait très bien que vous ne vous êtes pas laissé faire. Bon. Et puis je vous dis, argument contre argument, il a plus à perdre que vous. Oui. Bon. C'est vrai, oui. En même temps, donc voilà, moi, d'un point de vue travail, je sais ce que je fais, donc. Oui, mais je veux dire, bon, vous mettez un terme, vous dites parce que cette relation, il est marié, ça ne vous convient plus, voilà. Et de façon à ce qu'il, si vous ennuie vraiment trop, vous pouvez lui dire, écoutez, qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez remonter ça vis-à-vis de sa femme, donc qui vous laisse tranquille, vous lui demandez juste qu'il vous laisse tranquille. Si jamais la situation s'envenimait. Et auquel cas, vous avez aussi des recours dans le cadre de du service des codes du travail, la médecine du travail et autres. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez une relation privée que maintenant cet homme doit se permettre de faire de l'abus de pouvoir dans dans le cadre professionnel. Ok, oui, tout à fait. Voilà, ça m'a redonné du courage, ça a un peu clarifié, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là maintenant ? Oui, mais parce que ce qui à la fois vous fragilisez, vous le dites bien, c'est cette première histoire où vous étiez en conflit avec un médecin. Et que la direction n'a pas vraiment pardonné, quoi, parce qu'il y a eu cet audit, ça a été reconnu etc. Oui. Mais jamais une seconde on m'a dit, oui, on a effectivement, non, forcément, on m'a laissé me débrouiller avec tout ça, et puis tout le monde est bien resté en dehors, quoi.
Heureusement, l'autre médecin, ça se passe bien maintenant. Donc, Voilà, finalement, avec celui avec lequel vous étiez en conflit, C'est un coup de ça sang, se passe bien. Il a eu un coup de sang, bon, comme ça peut arriver, mais il ne vous en tient pas rigueur. Les relations se sont arrangées. Il y a eu un peu une lâcheté de la part de la direction qui a laissé, mais où quand même les faits ont été reconnus et où, encore une fois, ce ne sont pas vos compétences professionnelles qui ont été mises en cause. Non. Donc, je veux dire, là, il faut que vous sortiez déjà de cette relation privée, parce que tant que vous restez avec lui dans ce lien privé, ça lui donne ce pouvoir aussi de faire comme si vous étiez sa chose finalement. Il est là, il s'en amuse, bon. Non, à un moment, vous lui demandez et vous dites... par le fait d'être marié de son côté. Et il ne s'agit pas après de devenir exécrable dans le cadre professionnel, dire bon, ben voilà, on se quitte, on se quitte et de toute façon, on va continuer à travailler ensemble en bonne intelligence. Ouais, voilà. En tous les cas, À bon entendeur, salut. Hein. Ah, c'est super. Ouais, c'est pas simple. non, mais c'est bien, c'est exactement, Mieux. vous m'avez vraiment tracé exactement ce qu'il faut que je fasse. Bon, Je vous remercie. j'en suis ravie. Merci, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos appels au 39 21 et également vos réactions que vous pouvez exprimer par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21 en commençant tous vos messages par le mot nuit. On va écouter un petit peu de musique et après nous accueillerons Stéphane. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. « 39 21, 34 centimes la minute. » Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'intervenir. Je cherchais à vous joindre il y a 2 jours, enfin à peu près. Et je vous ai envoyé un mail à propos d'une personne où j'ai osé lui envoyer des fleurs à propos de son anniversaire. Pour lui dire que l'amitié que j'avais pour elle par rapport à une histoire qu'on avait eue en 2011 jusqu'à l'année dernière, et comme n'ayant plus de nouvelles, donc j'ai attendu son jour d'anniversaire pour lui envoyer des fleurs et lui prouver que mon amitié est indélébile et que mes sentiments n'ont pas changé quelque part, même si... Votre amitié ou vous étiez dans une... Ah oui, c'est pas pareil. D'accord. Vous étiez avec elle. Vous avez eu une histoire d'amour avec elle. D'accord. Tout à fait. Et puis malheureusement, on a eu pendant notre relation, on a eu une histoire familiale qui nous a un peu envahi parce que de mon côté, j'ai eu quelqu'un qui était très malade et qu'on a accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Et puis quelque part, je l'ai un peu, j'ai pas pris, comment dire, excusez-moi, mais j'ai pas su à la fois trouver les mots, j'avais en même temps quelques blocages. Vous étiez moins présente du coup pour elle, pour votre relation, parce qu'évidemment, si vous accompagnez un proche en fin de vie, et elle l'a pas supporté à ce moment-là. C'est elle qui a mis fin à votre relation. Oui, elle a mis fin, mais bon, pas tout de suite, mais ça a un peu après de temps. Et puis bon, comme en même temps j'étais dans une détresse familiale, comme j'ai perdu mes parents et tout, et une sœur, donc bref, du coup ça a été un peu en même temps une cassure, ça a lié cette cassure. Bon, donc, mais du coup, je me suis un peu bloqué et j'ai pas répondu, je répondais plus, et au fil des mois, les choses se sont estompées, et puis un jour elle m'a envoyé un texto en me disant qu'elle a retrouvé quelqu'un et que maintenant elle faisait sa vie, donc je lui ai souhaité bonne chance. Et voilà, donc du coup ça m'a... Et bon là, j'ai dit, je vais en garder quand même une bonne amitié, et même si on n'a plus l'occasion de se voir ou autre, c'est quelqu'un que j'apprécierais, que j'aimerais jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Donc,
Oui, vous pensez encore à elle, vous êtes nostalgique. Oui. Elle vous a répondu? Non, elle m'a Non. pas répondu. Non. C'était il y a 2 jours que vous avez envoyé pour son anniversaire? Oui, pour Oui. son anniversaire, donc Oui. voilà, mais bon, je me dis, je me reconstruirai. Que pour l'instant, je m'investis énormément dans mon travail, et puis voilà. Donc, mais bon, on a partagé tellement des choses vraies et fortes, avec plein de désattentions, parfois des attentions qui étaient simples, mais qui me comblaient le cœur. Et puis donc. Vous étiez ensemble, vous êtes restés longtemps ensemble? Non, à peu près 9 mois. D'accord. Oui, donc, mais bon, c'est vrai, ce qui a créé malheureusement cette question, c'est aussi, enfin, ce drame, oui. Si vous avez perdu vos parents, votre sœur, c'est terrible pour vous. Et bon, elle a pas été là à ce moment-là, hein, pour vous. Non, parce que vous dites de votre point de vue à vous que vous avez été moins présent, moins attentionné, mais comment l'être? Enfin, vous étiez déchiré. Vous avez vécu un deuil épouvantable là. Donc, vous pouvez pas vous reprocher ça. Non, je me le reproche pas. C'est une part de ma vie. C'est vrai que c'était très tôt pour moi, mais bon, la personne en question, cette autre personne qu'on a perdue dans la famille. Oui, c'est vrai que bon, elle s'est investie aussi, c'est vrai. Et pour moi, j'en suis vraiment reconnaissant. Je serai reconnaissant toute ma vie. Mais c'est vrai que bon, j'ai porté plus d'attention à cette famille. Oui, mais ça se comprend. Voilà. Ça se comprend. Voilà. Vous aviez quelqu'un qui était arrivé au bout de sa vie, que vous avez voulu accompagner, et donc pendant un temps, votre relation, elle a été un peu entre parenthèses, mais parce que il y avait une relation qui pouvait se continuer là où vous aviez quelqu'un qui arrivait au bout du chemin. Et c'était important de ne pas louper ces moments avec lui. Bon, alors, il se trouve, et c'est pour ça que je vous demandais depuis combien de temps vous étiez ensemble, parce que ça joue aussi. C'est vrai que si c'est arrivé, bon, vous êtes restés 9 mois ensemble, donc c'est arrivé quand même dans les premiers temps de votre relation. Vous n'avez peut-être pas pu, même si vous avez vécu des moments forts, mais construire un lien suffisamment fort, suffisamment solide pour pouvoir surmonter cette épreuve que vous avez traversée. Ça, vous voyez, peut-être que, et peut-être pas, de toute façon on peut pas refaire l'histoire, peut-être que si vous aviez été depuis plusieurs années ensemble, elle aurait pu à ce moment-là être à vos côtés et résister. Et là, bon, c'est comme ça, mais vous pouvez pas vous en vouloir de ça. Et alors, quand vous dites que vous l'avez, c'est quelqu'un qui compte, et c'est normal aussi que vous soyez encore triste en pensant à elle. Mais bon, elle vous a dit quand même qu'elle avait rencontré quelqu'un et elle poursuivit son chemin. Vous voyez? Oui, c'est vrai. Bon. Donc c'est peut-être mieux qu'elle vous rappelle pas aussi, parce que elle sait au fond que c'est pas seulement de l'amitié que vous lui manifestez. Il y a une autre attente. Et si elle peut pas vous répondre à ça, elle va pas entretenir de faux espoirs non plus. Oui, c'est vrai. Puis moi, mon défaut, c'est que surtout à cette époque-là, le problème, c'est que je ne savais jamais dire non. Donc j'étais toujours à la fois à la famille et autres, j'étais toujours à partir devant. Oui, mais vous pouvez pas vous en vouloir de ça, Stéphane. Non. Je veux dire, il n'y a pas à regretter. Au contraire, vous avez été... je veux dire, cette personne que vous avez accompagnée, c'était qui ? Alors, c'était le mari de ma cousine. Bon, vous étiez proche de lui, c'était de votre cousine, j'imagine. Lui, il est plus là. C'est important de... il y a un moment, il y a des priorités dans la vie. C'est vrai. Et si vous n'aviez pas pu être présent auprès de cet homme comme vous le souhaitiez, pour privilégier votre histoire d'amour, peut-être que vous vous en seriez tellement voulu que de toute façon, ça l'aurait fait capoter votre histoire. Parce que vous le seriez reproché. C'est possible. C'est comme ça. Vous voyez, et puis vous vous raccrochez au fait que c'est parce qu'il y a eu ça que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Mais vous savez, vous auriez pu aussi évoluer différemment et que la relation s'arrête. C'est peut-être pas que lié à ça.
Vous avez vécu 9 mois, c'est bon. Vous êtes dans les premiers temps, c'est les moments de pleine passion. C'est pour ça aussi que vous êtes certainement si nostalgique. Vous voyez, vous êtes dans on le. était un peu de même région, donc la Bretagne, donc ce qui fait qu'on a échangé plein de choses. Enfin, bref, oui. Et puis même par au niveau des arts ou autres, on avait beaucoup de points communs. Oui. Bon. Bref, donc ça a été. Ouais. Mais ça a été une belle histoire, ça a été une belle rencontre, mais qui n'a pas pu, se concrétiser, se poursuivre. Il n'empêche que ce que vous avez vécu, bon, c'est quelque chose qui reste très fort et très vivant en vous. Oui, mais vous allez, il faut vous donner un peu de temps et vous allez aussi continuer. Puis il faut aussi vous comment dire, c'est un moment doux dans un moment qui... Oui, vous n'en avez pas fait le deuil, mais vous avez eu des deuils à faire aussi. Hein, donc c'est compliqué, vous ne pouvez pas faire le deuil de tout, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est aussi des souvenirs heureux qui vous font du bien, auxquels vous vous raccrochez dans cette période de tumulte. Parce que si j'ai bien compris, vous avez perdu vos parents, votre sœur aussi au même moment. Non, beaucoup plus tôt. Hein. D'accord, plus tôt. Bon. Mais c'est vrai que, non, ça... je fais un travail là-dessus, donc ça va. Oui. Donnez-vous du temps, ça fait qu'1 an. Vous savez, 1 an est aussi un moment qui était de votre vie, qui était compliqué, où encore une fois, il n'y a pas à regretter, au contraire, l'attitude que vous avez eue. Si vous n'aviez pas pu aussi accompagner ce proche, comme vous l'avez fait, peut-être que vous en seriez voulu et que vous lui auriez reproché inconsciemment. C'est possible, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, ça n'a pas tout gâché. Je pense que il y a peut-être d'autres raisons. Il y a peut-être d'autres choses, vous voyez, aussi. Oui. Bon. Je pense des côtés. En tout cas, merci de votre conseil. Je vous en prie. Et j'ai un grand plaisir à vous écouter chaque soir. Mais merci beaucoup. Merci Stéphane. Au revoir. Belle soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Lila. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de m'accueillir. Je vous en prie. Sur vos ondes. Avant tout, si je peux me permettre, je voulais remercier les personnes qui accueillent au standard. Oui. Vous avez eu Paul, Jeanne ou Hélène peut-être ce soir? Malheureusement, je me sens extrêmement honteuse. Je ne me souviens pas du tout de son prénom. Je vous prie de m'excuser, j'ai des problèmes de santé et d'aphasie. Oui. Et c'est Paul, je crois, que vous avez eu, me dit-il. Voilà. Ah, oui. Voilà, je voulais le remercier Donc voilà, je me suis permise de vous appeler, parce que je vous écoute de façon totalement irrégulière. Oui. Mais néanmoins, j'avais le besoin d'avoir un besoin d'écoute depuis quelques jours. Oui. Écoutez, je suis là pour ça, hein, pour vous. Donc voilà, je vous explique très brièvement. Donc je travaillais je racle un petit peu de la gorge. Je pense que ça doit être un petit peu désagréable pour vous ainsi que pour vos auditeurs. C'est lié à vos problèmes. Vous avez un souci de santé? Vous me parlez d'aphasie. Voilà, j'ai fait un AVC en 2004. Ah oui, d'accord. J'ai fait un AVC en 2004. Oui. Donc, je suis contrainte à ce jour de gérer les séquelles de cet AVC. Oui. Vous étiez très jeune, dites-moi Lila, parce que je vois que vous avez 38 ans aujourd'hui. Oh non, je vais les avoir qu'au mois de juin. Ah, pardon. Alors vous avez 37 ans et demi. 37 ans et demi. Bon, vous payez d'un mois. Oh là là. Oh là là, non, mais je suis vraiment. Je vous présente mes excuses. Je suis désolée. Non. Vous avez 37. Vous avez 37 ans et demi. Voilà. Je rectifie tout de suite. Pardonnez-moi. Non, je vous en prie. Mais vous étiez très jeune quand vous avez fait cet AVC. C'était en 2004. Oui, c'était à l'aube de mes 30 ans. Ouais, dites-moi, oui. Ouais. C'était à l'aube de mes 30 ans. Et sérieux, puisque vous dites que vous continuez à faire face à des séquelles.
à faire face à ces séquelles du Oui. premier AVC Oui. et en ayant toujours une lésion cérébrale. Donc, je ne souhaiterais pas du tout être anxiogène par rapport à votre émission et par rapport à mon propos, mais ma lésion cérébrale ne met pas à l'abri d'un deuxième AVC. Donc, à n'importe quel moment, ça peut encore, excusez mon expression, répéter. Ben oui, c'est ça. Oui. Vous sentez, oui, vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et cette lésion cérébrale est une des conséquences de votre AVC ou c'était déjà présent et c'est ce qui a fait qu'il y a eu l'AVC? Oh là là, j'ai pas compris la question. Bon, peu importe, parce qu'après tout, c'est une question médicale et c'est pas ce qui est l'important. Mais vous vivez quand même avec cette angoisse. Que vous disent les médecins à ce sujet? Vous devez avoir une vie très calme, un traitement. Je dois avoir pour répondre, excusez-moi, je vous ai interrompu. Je dois avoir une vie très calme, mais malheureusement, dès lors que je ne peux plus travailler et par obligation, par conséquence, donc j'ai des problèmes financiers. Le calme de la vie quotidienne est extrêmement difficile. Oui, parce que vous êtes dans une situation matérielle, financière difficile, ce qui est absolument dans une totale précarité. Ah oui. Donc, une totale précarité et puis et un isolement et familial et familialement principalement, oui. Et qui fait que il y a pas de soutien et en termes administratifs et puis aide sociale, il y a aucune coordination, donc c'est ce qui fait parfois vraiment déprimée et qui m'a plongée dans une dépression où j'ai basculé dans la dictologie. Et qui à ce jour, je paie parce que pour vous avoir, là par exemple, je suis à la bougie et je suis en train de chronométrer mes batteries pour pouvoir avoir un entretien avec vous. Mais comment ça? Parce que vous n'avez plus d'électricité? Oui, absolument. On vous a coupé l'électricité? Oui, tout à fait. Je pensais qu'il y avait une loi qui prévoyait oui. comment on appelle ça, oui, la trêve hivernale. Enfin, pendant l'hiver, il y a pour le logement, on peut pas expulser les gens, et puis normalement, on ne peut pas couper l'électricité, même à des personnes qui ne paient pas leurs factures. Mais enfin, on constate que ça se fait malgré tout, quoi. Vous avez vu vous avez contacté EDF? Oui, tout à fait. Donc, je leur ai réglé tout à l'heure un acompte. On m'a dit, écoutez, on va vous établir, non pas la ligne, mais en tout cas le maintien minimum social. Et puis, lorsque vous avez une autre interlocutrice, vous avez un autre son de cloche. Et donc, ça se tirait les cheveux, hein. Donc, la dernière interlocutrice que j'ai eue m'a dit allez voir une assistante sociale, sauf que l'assistante sociale est quasiment tout le temps en vacances. Ah oui, ça va pas, parce que si elle est en vacances, il doit y avoir d'abord, elle peut pas être tout le temps en vacances, parce que elles ont pas des vacances quand même comme ça sans arrêt. Donc soit elle est absente ou pour maladie, mais à ce moment-là, il y a peut-être quelqu'un d'autre, une remplaçante. Vous avez vu où l'assistante sociale à la mairie, à la caisse d'allocation familiale, Non, c'est au niveau de l'EDS. Oui. Au niveau de d'accord, c'est l'assistante sociale de l'EDF, d'accord, j'avais pas compris, oui, je croyais que c'était... oui. Mais non, par rapport à cette situation de précarité, justement, est-ce que... Où ça en est? Parce que, évidemment, vous ne pouvez plus travailler, mais du coup, est-ce que vous pouvez pas avoir une allocation? Ça mène pas loin, mais au moins quand même être reconnu comme avec un handicap, ou vous auriez quelque chose qui pourrait être pris en charge, où ça en est, ça? Ça a été fait, en fait. D'accord. Donc, j'étais reconnue invalide entre 50 et 70%. Donc, à partir de 80%, nous sommes reconnus handicapés.
Mais en deçà, nous sommes invalides. Donc, je bénéficie d'une pension d'invalidité. Et quels sont vos revenus alors en dehors de cette pension d'invalidité? L'ASS, l'allocation spécifique de solidarité. Oh là, oui. Et qu'est-ce que vous faisiez auparavant, avant cet AVC, là, à l'aube de vos 30 ans? J'étais chef de projet dans la communication. Oui, en effet, vous aviez un poste important, hein. Oui. Et ça pas. Vous avez vu, enfin, la médecine du travail, il n'y a pas pu y avoir quelque chose aussi à ce niveau-là. Lorsque j'ai repris mon activité, c'était assez particulier. Le contexte de l'entreprise était assez particulier. C'était un gros groupe de communication internationale et sans être trop grossière, mais grosso modo, j'ai été mise au placard. Et au bout de 6 mois, 2 fois 6 mois de mi-temps thérapeutique, on m'a remercié. Oui, mais c'est là où il y a eu un gros problème, parce que compte tenu de ce qui est arrivé, il y aurait pu y avoir certainement quelque chose de mis en place. Il faudrait voir presque avec... Parce que du coup, vous ne touchez rien, là. Si, l'ASS, c'est Oui. la pension d'invalidité. Oui, d'accord, mais enfin bon, ça vous mène à combien, ça, par mois? Ouais, à peu près 900 €. Oui, d'accord, mais enfin, avec 900 €, c'est quand même compliqué, hein. Vous pouvez pas... On va pas loin avec ça. Enfin, vous êtes très jeune, quoi, c'est ça, pour être dans cette situation. Surtout si vous dites que vous ne pouvez pas, et évidemment, et compte tenu de votre état de santé, travailler, parce qu'il vous faut un rythme très très calme. Je me demande, sur le plan du travail, la médecine du travail, enfin, je sais pas, il y a eu un problème. Vous avez peut-être été mal orienté, quoi, parce que cette histoire de vous mettre en mi-temps thérapeutique et puis après remercier comme ça pose question quand même. Surtout dans un grand groupe. Je vous prie de m'excuser, Caroline, je voudrais absolument pas du tout être prétentieuse, mais la médecine du travail, c'est quand même relativement anodin. C'est quand même relativement anodin. On vous fait des tests au niveau des genoux, machin. Si vous êtes réactif, vous mettez combien de temps pour venir au travail Non, mais ils peuvent faire quand il y a des problèmes. On en avait parlé quand on avait fait l'émission avec Marie Peset sur la souffrance au travail. Ils peuvent quand même déclarer par rapport à des choses qui surviennent. Enfin, il peut y avoir à un moment des aménagements compte tenu de ce que vous avez traversé. Pour que, je veux dire, il y a des choses qui peuvent être prises en compte, peut-être, et y compris sur un plan financier. Parce que là, vous vous retrouvez, alors vous étiez une jeune femme, chef de projet dans la PUM, vous faites cet AVC et vous vous retrouvez, concrètement, vous vivez avec 900 € par mois. Tout à fait. Alors, au niveau de la dimension de la prise en compte de votre handicap, là aussi, il y a un problème parce que on dit que vous êtes en dessous de 80%, mais concrètement, vous pouvez pas travailler. Donc, vous voyez, ça vous met ça vous plonge dans la précarité. C'est là où il y a quelque chose qui va pas. Et en plus, alors, vous me dites que vous n'avez pas de solidarité familiale, c'est-à-dire vous êtes en coupure avec votre famille depuis longtemps? Oui, absolument. Depuis que j'ai quitté la maison familiale, donc j'ai une mère qui est extrêmement, très autoritaire. Donc dès lors que j'étais en conflit avec elle, elle a institué le fait que personne de la famille ne pourrait rentrer en contact avec moi. Donc là, ça relève vraiment j'arrive pas à trouver le mot, aidez-moi. C'est pas grave. Par rapport à votre mère, est-ce que vos parents sont au courant de ce que vous avez vécu, de vos problèmes de santé? Absolument. Lorsque j'étais dans le coma, ma mère savait très bien que j'étais dans le coma, mais n'a pas souhaité se déplacer et venir me soutenir. Ah, d'accord.
Et vous avez des frères et sœurs, des oncles, des tantes, enfin... Oui, absolument, ils sont nombreux. Parce que ça paraît quand même effrayant. Entre être autoritaire, c'est une chose, mais alors qu'on apprend que sa fille est dans le coma et ne pas se déplacer, on est dans une violence inouïe, là. J'entends bien, c'est ce qui parfois provoque de la colère et puis parfois des... Je comprends, oui. Il y a de quoi, oui. Il y a de quoi, et en même temps, voilà, il faut faire attention avec cette, enfin, en tout cas, cette colère. Il faut que vous puissiez en parler, l'exprimer, qu'elle ne vous ronge pas. Oui, vous avez besoin, parce que justement, dans vous avez besoin de calme, de trouver, déjà, c'est compliqué puisque vous êtes dans une situation matérielle difficile, donc ça crée du stress. Alors, en plus, compte tenu de cette histoire familiale lourde, oui, je comprends que vous vous sentiez en colère, mais cette colère, il faudrait pouvoir... Est-ce que vous avez un endroit pour en parler, pour que vous soyez déjà accompagné, parce que... Enfin, qu'elle vous ronge pas de l'intérieur. Écoutez, malgré toutes les difficultés, donc j'essaie de monter de front sur plusieurs choses. Je suis accompagnée par une psychologue pour travailler justement sur ce despotisme qui m'a un petit peu, pas qu'un petit peu, c'est un doux euphémisme, mais qui me ronge au quotidien. Oui. D'autant plus que ma mère est quand même assise sur un certain confort matériel. Oui, donc c'est d'autant plus... C'est d'autant plus rageant. C'est d'autant plus rageant et d'autant plus pénible, oui. C'est-à-dire que vous pourriez trouver une aide auprès d'eux, quoi. En tout cas, une aide, si ce n'est pas morale, matériellement. Oui, en l'occurrence, c'est impossible. C'est totalement impossible. Et vis-à-vis de votre père Je ne connais absolument pas. D'accord. Et personne ne peut intercéder en votre faveur. Sur un plan légal, il n'y a pas une possibilité, alors parce que on a un devoir d'assistance vis-à-vis de ses parents ou des parents qui sont placés en maison de retraite, où les enfants ne veulent pas payer ou autre. À un moment, on y est tenu légalement. Est-ce que l'inverse n'est-il pas vrai pour les enfants ? C'est-à-dire, alors que vous êtes dans une situation extrêmement pénible, extrêmement délicate, compte tenu de vos problèmes de santé, et que votre mère, elle, est dans une situation matérielle confortable, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'elle soit obligée, puisque c'est malheureux d'en arriver là, mais de vous allouer quelque chose ? Ça vaudrait le coup de se renseigner sur un plan juridique. Je ne sais pas du tout. Je sais que c'est vrai pour les parents, qui a un devoir de solidarité, enfin je ne sais plus quel est le terme exact, mais est-ce que ça ne peut pas marcher pour les parents vis-à-vis des enfants, même s'ils sont adultes, quand ces derniers sont dans une situation comme celle que vous décrivez ? Absolument. Vous soulevez un point très précis et qui me met très bien mal à l'aise. C'est inscrit dans le Code civil, parce que avant d'atterrir dans la publicité, de me fourvoyer dans la publicité, j'ai fait des études de droit. Effectivement, c'est inscrit dans le Code civil. Oui, et pour vous, vous n'envisagez pas cette solution. Ça s'est déjà vu. On sait qu'on en arrive évidemment à ces situations-là. En dernière extrémité, ça montre qu'il y a vraiment une communication impossible, une très grande souffrance qui n'a pas pu être réglée autrement, malheureusement, et qui se règle devant des tribunaux. On sait bien que ça ne règle pas cette souffrance morale et psychique et cette demande de reconnaissance, mais peut-être que dans la mesure où ce que vous décrivez, je ne sais pas après quelle est cette histoire, mais qui est assez terrible, alors que vous étiez dans le coma, où à ce moment-là on pouvait se poser des questions sur votre vie, alors votre mère, le sachant, ne vient pas et aujourd'hui ne prend pas de nouvelles de vous. C'est suffisamment effrayant. Oui, vous ne pouvez pas en attendre d'elle quelque chose en tant que mère, en tant que, vous voyez, vous ne pouvez pas trouver de soutien, de réconfort. Mais si elle a une aisance matérielle, alors que vous vous débattez très péniblement dans votre quotidien, pourquoi pas l'envisager, hein ? C'est vrai que ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie.
en plus de l'énergie, c'est quand même un recours qui est quand même extrêmement difficile. Oui, je comprends. En termes affectifs. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Oui, en général, c'est vrai que quand on fait cette démarche-là, c'est que on est, de toute façon, on est dans une cassure, parce qu'évidemment, pour le coup, ça n'arrangera, ça ne fait que créer encore plus un mur. Et peut-être que vous gardez en vous, et s'il y a justement autant de colère, c'est qu'il y a aussi de l'attente, l'espoir que la relation pourrait s'améliorer. Je suis totalement désabusée sur le fait que la relation s'améliore. Parce que j'ai essayé, avec ma grande naïveté, que les coups d'épée dans l'eau, ça finit par faire des vagues. Je n'aspire pas à ce que ça s'améliore, mais je me dis qu'à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je prends les miennes. Et ma mère doit prendre les siennes, et puis ainsi que les autres membres de la famille. Je comprends pas qu'il y ait vraiment ce despotisme qui est inscrit via une personne et sur l'ensemble de la famille. Mais je sais que je vais rentrer dans une guerre, dans une guerre, et il va falloir que je me replonge. Dans la philosophie Tao pour bien gérer mes colères et pas de provoquer non plus un deuxième AVC, parce que c'est un combat qui est très dur. Oui, la priorité, c'est évidemment vous êtes plutôt dans une démarche où d'essayer de trouver une forme d'apaisement pour avoir une tranquillité intérieure, une tranquillité d'esprit qui est absolument nécessaire aussi à votre santé. Bon, vous pouvez en parler, mais ce qui serait important, parce que vous êtes soutenu déjà psychologiquement, mais ce qui serait important, c'est que vous soyez aussi pas dans ce stress matériel. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, on vous a coupé l'électricité. Il y a d'ailleurs il y a Isabelle qui dit pour l'EDF, on peut voir l'assistante sociale de secteur, c'était ce dont je parlais, en demandant, qui, elle, se mettra en lien avec le Fonds Solidarité Énergie. Et puis qui pourrait, peut-être, compte tenu de cette situation difficile dans laquelle vous êtes, débloquer d'autres aides. Peut-être, vous voyez, une allocation logement, je ne sais pas, il y a peut-être... elle pourrait voir en fonction évidemment des moyens dont elle dispose. Elle gère énormément de situations très difficiles avec peu de moyens, mais au moins faire le point, que vous puissiez bénéficier de toutes les aides auxquelles vous pouvez avoir droit. Ce n'est pas faux. Je n'ai pas connaissance de tous les moyens possibles. Voilà, mais je vous dis ça parce que souvent, les personnes qui sont le plus dans la précarité sont celles qui demandent le moins et qui n'ont pas connaissance, enfin, de toutes les aides dont elles peuvent bénéficier. Parce que il n'y a pas de scrupule à avoir quand vous avez travaillé, vous avez cotisé. C'est un devoir de solidarité. Les gens qui travaillent, on cotise pour que justement dans des situations de détresse comme ça, d'accident de la vie, et quand à l'aube de ses 30 ans, on fait un AVC qui, comme vous, qui vous oblige, enfin, qui vous met dans une situation aussi pénible, aussi précaire sur le plan de votre santé, sur le plan de votre vie tout court, il est normal qu'il y ait des aides et souvent c'est pas les plus précaires qui en ont connaissance et qui demandent. Donc ça vaut le coup de vous renseigner auprès de l'assistante sociale de secteur. Ça, c'est en téléphonant à votre mairie, c'est en fonction de votre adresse, mais il y a la caisse d'allocation familiale. Enfin, il y a peut-être des choses qui pourraient un peu, voyez, apporter un plus et qui ferait que vous vous débattriez moins, parce que quand on est dans cette extrême précarité, ça n'aide pas aussi à se sentir calme, et tranquille. Absolument. Enfin, c'est un peu contre-productif par rapport au travail que vous faites et qui
Et qui est évidemment nécessaire, hein, compte tenu de ce que vous traversez, de cette épreuve, en plus de votre histoire familiale. Mais si à côté de ça, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts et que vous êtes angoissé, que vous savez pas comment payer votre loyer, comment vous nourrir et tout, ben ça aussi c'est un facteur de stress. Et que, bon, ça vaut le coup de... Enfin, alors taper à toutes les portes, là aussi il faut de l'énergie pour ça, mais... Déjà, voir avec une assistante sociale qui, elle, pourra vous dire les interlocuteurs et qui pourra constituer des dossiers pour vous. Parce que, justement, compte tenu de votre état de santé, elle sait que vous ne pouvez pas... vous devez aussi vous économiser. Absolument, sous réserve qu'elle soit présente. Donc, non, mais attendez, EDF... rentrer... Celle d'EDF, vous avez du mal à la joindre, mais une assistante sociale, quand même, de secteur, elles sont présentes, hein. Vous voyez, elles sont pas toutes en vacances, les assistantes sociales. Hein. Bah écoutez, elles travaillent. J'habite sur une commune qui est quand même relativement particulière, donc je sais pas si si c'est permis de donner ce type d'information en ligne. Mais c'est quand même relativement particulier. J'habite une petite commune et puis voilà, oui. Il y a très peu de structure et puis il faut qu'on s'en réfère. Oui, mais à ce moment-là, il y a le conseil général. Enfin, vous voyez, il faut taper plus haut, quoi. Oui, bah, d'accord. Parce que si vous voulez, à ce moment-là, il faut essayer de voir... Même votre médecin peut être de bons conseils, vous dire parce que compte tenu de l'aide que vous avez, il a forcément eu des situations malheureusement comme la vôtre et où il pourrait vous orienter. Enfin, il y a certainement, ça peut être la caisse d'allocation familiale, ça peut être, bon, je vous dis, mais on peut aussi taper directement au niveau du conseil général, voir à quel service vous adressez. C'est ce que j'ai envisagé pour demain. C'est parce que là, je fais un versement à ce jour d'un certain montant afin de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avoir le service minimal avec un kilowattheure très limité. Mais on m'a dit ça le matin, puis l'après-midi, on m'a donné une information totalement contradictoire. Oui, mais c'est ce qui est pénible, c'est que vous avez, vous êtes déjà dans un, il y a quand même une fatigue, il faut vous ménager, et en même temps, c'est vrai que toutes ces démarches, ça coûte de l'énergie, sans mauvais jeu de mots. Donc, ça coûte de l'énergie, et puis ça coûte aussi beaucoup d'argent, hein, parce que aller à la poste, faire un mandat, là, je suis vraiment dans le quotidien, donc aller à la poste, faire un mandat, donc évidemment il y a des frais, ensuite il faut faxer, donc il y a aussi des frais, et lorsqu'on n'a pas une bonne santé, donc c'était en l'occurrence, moi je peux pas rester en station debout plus de 10 minutes, forcément ça devient problématique. Donc, je voudrais pas m'étaler non plus. Non, mais c'est pour ça qu'il y aurait peut-être des choses à revoir, y compris au niveau de la Sécu, par rapport à la prise en charge de votre handicap, parce que est-ce que c'est pas scellé dans le marbre, le fait que vous soyez en dessous de 80%? Vous voyez, il y a peut-être aussi, il faudrait voir avec le médecin, il y a peut-être une possibilité d'augmenter ça. Enfin, moi, j'ai l'impression il y aurait peut-être des choses à faire aussi parce que vous êtes quand même très lourdement handicapé, quoi, dans ce que vous décrivez. Donc, est-ce que ça a été pris en compte suffisamment ou pas? Vous voyez, c'est peut-être tout ça aussi qu'il faudrait voir avec votre médecin, vous voyez. C'est l'MDPMH qui conclut. Donc, c'est vrai. Le médecin fait uniquement le relais au niveau de la sécurité sociale. Alors, je sais que cette conversation est extrêmement ennuyeuse parce que c'est de la paperasse, mais... oui, mais enfin, votre quotidien en dépend, hein, donc bon. Écoutez, il faut aller voir un peu si vous avez des amis, puisque je vois sur votre petite fiche, vous avez quand même des amis, vous êtes entouré sur ce plan-là, qui peuvent au moins vous aider dans les démarches, voire faire certaines démarches à votre place. Hein. Pas vous résigner, je pense quand même. Parce que il y a certainement des aides auxquelles vous n'avez pas accès pour le moment et dont vous pourriez bénéficier. Ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que c'est fastidieux parce que comme vous dites, la paperasse et tout c'est ennuyeux. Mais en même temps, de cette paperasse peut déboucher des choses positives pour vous en termes d'allocation, en termes de
voyez, donc si vous avez un peu des personnes qui peuvent... mais quitte aussi en voyant une assistante sociale, parce qu'elle peut regrouper les différents services, les différentes aides. Oh, je crois absolument plus du tout à la coordination. Je vous sens assez résignée, oui, c'est pour ça que... Bon, il faudrait que vous soyez un peu accompagnée par des amis, quelqu'un qui pourrait... voyez, pas que vous résigner. Voilà. Tout simplement une chose, Caroline, et je ne veux pas vous monopoliser davantage, parce que je sais que d'autres personnes attendent et qui ont besoin de votre aide. Moi, c'était ma question, en fait... principalement, parce que là, je vous ai exposé les faits et puis la situation, c'est le sentiment d'abandon vis-à-vis de la famille, mais vis-à-vis de tout le système social. C'est à un moment donné, on se sent véritablement seul. Et comment gérer ce sentiment d'abandon? Ah, ça, ouais. Et vous voulez que je vous réponde comme ça en 5 minutes? C'est pas possible sur un sentiment comme ça, parce que ce sentiment d'abandon, comme vous dites, est très lié à votre histoire familiale, aux relations que vous avez avec votre famille, et qui sont d'autant plus mises en exergue avec ce que vous êtes en train de vivre et de vous débattre avec tous ces problèmes matériels, où vous avez l'impression d'être, et c'est pas une impression, d'être très seul face à d'énormes administrations qui gèrent, des dossiers, des choses, et vous, c'est de votre vie dont il s'agit, et c'est là où il y a souvent ce décalage entre vous, ces de souffrances dont vous parlez, et vous vous trouvez face au poids des institutions. Donc c'est compliqué, et c'est là où ça demande, c'est vrai, de l'énergie, et c'est pour ça que je disais, si dans votre entourage il y avait quelqu'un qui pouvait peut-être faire des démarches, il y a quelqu'un, il y a Anne qui dit, il y a l'assistante sociale du CAS, de la mairie, du conseil général, mais peut-être voir aussi avec le médecin conseil de la sécurité sociale pour invalidité. Et puis il y a Flo qui dit que la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, regroupe tous les professionnels. Donc peut-être que même au sein de la MDPH, il y a des choses encore à faire, parce que c'est vrai que Flo a raison, la MDPH regroupe tout. Et peut-être que, bien que vous ayez ce statut-là, vous ne connaissez pas toutes les aides auxquelles vous pourriez avoir droit. Donc ça vaut le coup. D'accord, donc il faut que je les talonne. Oui, je pense. Et puis quant à votre sentiment d'abandon par rapport à la famille, oui, ça c'est évidemment continuer à en parler avec dans ce travail de thérapie que vous faites. Ouais. D'accord. D'accord, donc c'est auprès de l'MDPM. Très bien. Oui, retournez les voir, parce que eux coordonnent tout. Je vous souhaite pas bon courage, parce que vous en avez déjà beaucoup pour faire face à tout ça. Mais je vous remercie de votre confiance, de votre appel. Oui, c'est moi qui vous remercie de votre écoute, et j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Pas du tout. Merci beaucoup, Caroline, et très bonne fin de nuit. Merci, vous aussi. Au revoir, Lila. Merci, au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Alors, Katou dit légalement, cette jeune femme, donc Lila, a droit aux aides matérielles et financières de ses parents en fonction de ses besoins et de sa santé. Mais bon, Lila nous disait qu'elle avait des scrupules à faire cette démarche juridique. Katou dit voir aussi l'assistante sociale au CAS pour aide juridique et autres. Et puis quelqu'un dit, j'ai eu aussi un problème de santé. C'est le médecin qui m'a envoyé vers une maison départementale des personnes handicapées. J'ai eu un très bon accueil avec l'aide de l'assistante sociale. J'ai eu réponse à toutes mes questions et à mes problèmes. J'espère que vous aussi, vous pourrez être bien orienté, et que ça pourra débloquer certaines choses dans votre situation. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, donc Paul m'a dit que je devais rester au téléphone et que vous alliez encore vite me prendre. Eh bien, vous êtes à l'antenne là, oui, tout à fait. On a un peu moins de 5 minutes. Oui. Donc je ne sais pas s'il vous a un peu parlé de oui, que votre petite fille a eu un premier rendez-vous chez le gynécologue qui s'est pas bien passé. Non. Et elle vous a demandé ce qu'elle devait faire. Oui, ce qu'elle devait faire. Oui. Alors, dans un premier temps, je lui ai conseillé d'aller voir quelqu'un d'autre, mais elle m'a dit que, comme
elle avait déjà commencé avec elle en lui prescrivant une pilule qu'elle devait prendre pendant 15 jours pour voir si elle la supporte, et elle lui a proposé un implant après, par la suite. Alors je ne savais pas si je fais bien de lui dire d'aller ailleurs, puisque là elle a commencé avec ça. Vous avez raison, un autre gynécologue peut tout à fait prendre le relais. Aussi. Et vous avez très bien fait de lui dire ça, parce que si ça ne s'est pas bien passé, qu'elle n'a pas eu un bon contact avec cette gynécologue. Déjà, il y avait un peu le problème de la langue, parce qu'elle m'a dit que c'était un médecin d'un pays de l'Est qui parlait français mais un peu haché. Alors elle n'a pas pu lui poser les questions. Bon, ça c'était pas le problème, mais elle a dit quand elle l'a raccompagnée avec sa maman et allait avec elle rester en salle d'attente, mais elle a dit quand elle les a raccompagnés dehors, et puis avant de fermer la porte, il y avait beaucoup de monde en salle d'attente, et ma petite fille m'avait expliqué qu'elle était tombée de cheval. Bon, elle fait de l'équitation et qu'elle s'était blessée à la poitrine et qu'elle avait saigné un peu. Et puis elle a dit, bon, c'était pas plus grave que ça, elle l'a un peu soignée, mais elle a dit, on voyait comme une petite cicatrice. Et en partant, la gynécologue lui a dit devant tout le monde, et la prochaine fois, quand vous revenez, ne revenez pas avec une cicatrice. Alors effectivement, elle était tellement gênée que bon, les gens ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle a comme cicatrice sur la poitrine. Oui, mais ça l'a mis mal à l'aise parce qu'il y a une pudeur. Oui, et puis dire, non, de toute façon, ça reste tout doit rester dans le cadre du cabinet et confidentiel. J'ai dit, ça c'est pas professionnel, ça. Non. Elle n'a pas à lui dire ça entre deux portes quand il y a des gens dehors. Oui, et puis surtout qu'on sait déjà. Ça ne se fait pas, c'est comme vous dites, c'est pas professionnel, et puis en plus c'est une jeune fille, c'est son premier examen gynécologique. Bon, on sait que c'est quand même un moment difficile. Oui, puis elle appréhendait déjà un petit peu. Angoisse, bien sûr, il y a de l'angoisse. Elle était choquée. Mais c'est plus ça qui lui a pas plu, c'est pas l'examen gynécologique en lui-même. Elle n'aimait pas trop, mais bon, ça, elle a oui, pas mais trop, ça c'est normal. Il y a une pudeur, il y a voilà, c'est après on s'habitue, et puis on sait voilà que le médecin n'a pas. Mais c'est normal que pour la première fois. Quand j'y vais, je suis pas toujours à l'aise, non. Oui, bien sûr. Mais bon, quand elles sont jeunes. Et quand une première visite, évidemment, c'est pas quelque chose de naturel. Bah oui. Donc, mais vous l'avez très bien conseillé, c'est-à-dire que c'est pas elle se croit liée à ce médecin parce qu'elle lui a prescrit. Oui, mais enfin, elle a commencé. Dans les faits, elle lui a prescrit une pilule pour 15 jours. Et elle a très bien fait là pour le coup, les gynécologues, pour voir comment ça se passait, s'il y avait pas d'effets secondaires, mais elle peut très bien aller voir un autre médecin. Oui, c'est ça. Un autre médecin qui prendra le relais, parce qu'il va lui dire bon mademoiselle, vous avez eu telle pilule pendant 15 jours, comment ça se passe? Soit il lui fait une nouvelle ordonnance si tout se passe bien, si ça se passe pas, il lui en prescrit une autre. Ou si elle veut un implant, il lui parlera de l'implant. Mais peut-être qu'elle pourrait aller voir à ce moment-là, je sais pas s'il y a un centre de planning familial près de chez elle, parce qu'ils sont bien avec les ados. Elle n'est pas à Strasbourg, elle est dans un village, et comme elle travaille à des heures assez irrégulières, c'est ce que je pensais aussi. Parce que les plannings, c'est pas mal. Ils ont l'habitude de recevoir des ados et tout. Donc, ils ont souvent une bonne approche, quoi. Enfin, c'est ce que je lui avais aussi expliqué. Mais si elle est dans un village, elle peut se rapprocher quand même de la ville. Elle n'a pas été voir le gynéco du village. Donc, elle peut se rapprocher de la ville, demander l'adresse du planning familial. Et vous avez très bien fait de lui dire que c'est pas la peine si elle n'a pas eu un bon contact. Elle change, hein. Elle va voir, il y en a plein des gynécos. Elle va à reculons maintenant. Voilà. Non, mais vous avez très bien fait de lui dire qu'elle voit quelqu'un d'autre. Et qu'elle se renseigne ou qu'elle demande au médecin quelqu'un de bien. Merci Françoise. Au revoir, bonne soirée. Ça, non, pas du tout. Il faut que je vous quitte parce que c'est l'heure. Au revoir Françoise. Merci beaucoup. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1. C'est l'heure des infos présentées par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous.